Aujourd'hui, on va s'intéresser à un chapitre qui fait trembler les élèves de terminale. C'est peut-être le chapitre le plus compliqué et c'est peut-être aussi ton plus grand cauchemar. Ce chapitre, tu le connais, c'est le chapitre sur les crises financières. Je vais essayer de rendre ça le plus facile à comprendre et le plus lisible possible. J'ai mon cours qui est juste derrière moi, donc t'inquiète pas si je regarde pas la caméra à certains moments donnés. Je t'affiche maintenant le plan qu'on va suivre pour ce cours, et d'ailleurs j'en profite pour te dire que apprendre des plans c'est toujours hyper important pour bien construire tes plans en EC3 ou en dissertation. Pour l'introduction, on va simplement évoquer ce que c'est qu'une crise financière. Une crise financière, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement une perturbation brutale du système financier. Jusque-là, tu peux te dire, ouais, ok, on n'a trop rien expliqué. Et en fait, une perturbation brutale du système financier, ça se traduit tout simplement par la chute du prix d'un actif. Et là, tu vas me dire, c'est quoi un actif ? Eh bien, un actif, ça peut être une action, ça peut être de l'immobilier, ça peut être l'or, etc. Et on va maintenant s'intéresser aux caractéristiques de ces crises financières. Et pour s'intéresser à ces caractéristiques, on va d'abord en apprendre plus sur deux événements particuliers, deux événements que tu dois maîtriser. C'est la crise de 29, donc la crise de 29 que tu as certainement déjà vue en histoire, et la crise de 2008. La crise de 29, elle commence aux États-Unis. On est dans un contexte où il y a une forte hausse de la consommation, une forte hausse de la production, notamment la production automobile. Et il y a le développement d'un truc aussi particulier, c'est la bourse de Wall Street. Et c'est quoi cette bourse de Wall Street ? C'est simplement un endroit où on échange des actions. Les individus, ils ont fortement tendance à s'enrichir à cette période. Et d'ailleurs, il y a une forte croissance économique. Et certains, et même de plus en plus d'Américains, vont commencer à spéculer. Ça veut dire quoi spéculer ? Spéculer, c'est simplement faire de l'argent avec de l'argent. C'est faire de l'argent en achetant un actif, tu sais, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure des actifs, pour revendre cet actif plus cher. En tout cas, pour espérer revendre cet actif plus cher. Et concrètement, ça se traduit comment pour un Américain moyen ? Eh bien, imaginons que toi, tu achètes des actions à 1000 $. Le lendemain, le prix de ton action, la valeur de ton action, a pris 50%. Ça veut dire que les actions que tu as achetées valent maintenant 1500 $. Donc si tu les revends sur la bourse de Wall Street, tu gagnes 1500 $, tu as fait 500 $ de plus-value. Et ça, pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois. Tu te doutes bien que l'Américain, il va vouloir faire quoi ? Il va vouloir acheter des actions, parce qu'il espère les revendre plus cher sur ce marché. Et pour en acheter encore plus, il va faire quoi ? Il va s'endetter. Il va aller à la banque et il va lui demander, par exemple, s'il te plaît, prête-moi 10 000 $. Il va faire quoi avec ces 10 000 $? Il va acheter des actions. Avec ce genre de comportement, on ne finance pas du tout l'économie réelle, on ne finance pas du tout le capital des entreprises, etc. On cherche juste à faire de l'argent avec de l'argent. On spécule avec des actions. Et comme d'habitude, et on le verra plus tard, qu'est-ce qui se passe quand la valeur d'un actif augmente très rapidement, très brutalement pendant un court laps de temps ? Il y a un krach boursier. Un krach boursier, c'est quoi ? C'est l'effondrement brutal de la valeur de ton actif. C'est-à-dire que là, en quelques heures, en un jour, ton actif, il va perdre 50, et ceci chaque jour. Ça veut dire que, par exemple, les 1000 $ que tu avais investis la fois dernière, le lendemain, ça devient 500 $. Sauf qu'en plus, tu te souviens, il y a beaucoup d'individus qui s'étaient endettés pour pouvoir acheter ces actions. C'est-à-dire que c'était même pas leur propre économie. Et donc, ils peuvent même pas rembourser les banques. Donc, les acteurs, les agents, les consommateurs perdent de l'argent tout simplement parce que la valeur des actions baisse. Et en plus, les banques perdent aussi de l'argent puisque ces ménages sont insolvables. Ils ne sont pas en mesure de rembourser leurs prêts tout simplement parce qu'ils ont tout dépensé dans les actions et que ces actions n'ont plus aucune valeur sur le marché. Ou en tout cas une valeur bien plus faible que les semaines ou les jours précédents. Et donc, les agents économiques, ils consomment moins, les entreprises, elles produisent moins, les banques, elles ne prêtent plus, voire, pour beaucoup, elles font carrément faillite. C'est la panique, on parle du jeudi noir. C'est en octobre 1929. C'est la panique totale, et ça marque le début de la Grande Dépression. C'est-à-dire la plus grande crise économique de l'histoire, qui s'installe d'abord aux États-Unis, puis dans plein d'autres pays du monde. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une baisse du PIB, ça se traduit par une augmentation du taux de chômage, etc. etc. Bref, retiens qu'en 1929, c'est la Hesse. La deuxième crise que tu dois connaître, c'est la crise de 2008. C'est la crise des subprimes, comme disent certains de mes élèves. Mais non, on ne dit pas comme ça, on dit la crise des subprimes. Et c'est quoi cette crise ? C'est une crise qui commence encore une fois aux États-Unis. Et cette fois-ci, c'est une crise qui est plutôt immobilière, même si tu vas voir, les actions sont aussi impliquées. Donc c'est quoi un subprime ?
Un subprime, c'est un crédit qui est accordé par une banque à un ménage. Mais c'est un ménage qui est insolvable. C'est quoi un ménage qui est insolvable? C'est un ménage qui est potentiellement pas vraiment en mesure de rembourser son prêt. Concrètement, quand toi tu vas à la banque par exemple et que tu demandes un prêt pour t'acheter une bagnole ou une maison, eh ben on va te demander si tu as un CDI, si tu as un niveau de salaire important, si tu es célibataire ou non, etc., etc. Et en fonction de ça, on va t'accorder un prêt et on va fixer un taux d'intérêt. Un subprime, en fait, c'est un emprunt risqué. Donc c'est un emprunt risqué pour la banque, parce qu'elle va prêter à des agents qui sont insolvables. Mais on est dans un contexte où on se pose pas trop de questions et on va facilement prêter aux individus. Même ceux qui n'ont pas trop de travail, même ceux qui sont en CDD, même ceux qui gagnent peu d'argent, etc., etc. Et donc c'est la teuf, c'est ce qu'on appelle la phase d'euphorie. Les ménages accèdent facilement à la propriété et la valeur des maisons augmente très fortement. Les valeurs immobilières augmentent très fortement puisque tout le monde achète. Donc retiens juste qu'un subprime, c'est un emprunt risqué. Sauf qu'on l'a dit, une large partie des Américains, ce sont des ménages insolvables, c'est-à-dire des ménages qui ne vont pas rembourser leurs prêts. Et du coup, les banques, elles font quoi? Eh ben, elles font appel à ce qu'on appelle la titrisation. Donc ça aussi, c'est peut-être un de tes plus grands cauchemars, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. La titrisation, c'est un mécanisme qui permet de transférer le risque à d'autres acteurs. Donc comme je te l'ai dit, là les acteurs qui prennent des risques, ce sont les banques, parce qu'elles ont accordé des prêts à des ménages insolvables. Et du coup, elles vont titriser ces créances. Une créance, c'est quoi? C'est quand quelqu'un te doit quelque chose. Et bien ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont transformer tout ça, ils vont faire tout un micmac pour pouvoir vendre ces créances sur le marché financier. Et sur le marché financier, il y a qui? Il y a des entreprises, il y a d'autres banques et il y a aussi des ménages. Et les ménages, les autres banques et tous ces agents économiques, eh ben, ils vont acheter ces créances-là. Ils vont acheter ces nouveaux titres financiers. Et dans ces titres financiers, c'est basé en fait, leur valeur est basée sur ces créances qui sont insolvables. On parle de titres pourris. En fait, les individus, les agents économiques, ils vont acheter des titres financiers qui n'ont finalement aucune valeur. Et donc, pendant un moment, tout fonctionne bien. Puisque les ménages ont accès à la propriété, les banques, elles continuent à gagner de l'argent en accordant des prêts et ensuite en transformant ces prêts en titres financiers. Et les agents économiques qui achètent ces titres financiers ont l'impression d'avoir quelque chose qui a de la valeur. Mais au bout d'un moment, eh bien, la bulle éclate. Au bout d'un moment, on se rend compte que tous ces titres financiers ne valent rien. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce sont des titres pourris. Tout le monde se met à vendre et du coup, c'est la panique. Le problème, c'est que c'est une panique qui va toucher beaucoup d'agents économiques. Parce qu'il y en a énormément qui ont acheté ces titres pourris. Et pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans plein d'autres pays du monde, comme en Europe, comme en Asie, etc., etc. C'est l'éclatement de la bulle. Et ça commence d'ailleurs par une faillite d'une banque légendaire qu'on appelle Lehman Brothers. Donc voilà, pour être hyper synthétique, la crise de 29, c'est une crise qui est basée sur la chute du prix des actions. Et la crise de 2008, c'est une crise qui est basée sur la chute des valeurs immobilières et sur ce mécanisme de titrisation.